suis très contente de tous vous voir. Il y en a plusieurs que je connais. Je vais moins en clientèle ces dernières années, mais on pourrait dire que je suis heureuse de revoir certains clients avec qui j'ai travaillé à mes débuts chez Octopus. Ça fait maintenant 4 ans. Alors, je suis experte utile et spécialiste Octopus. Tous les processus, là, c'est moi qui pousse ça en arrière. Ça fait que l'outil, c'est bien, on l'utilise, mais le processus en arrière est important. Bon, la gestion des déploiements et des mises en production, gestion des changements. Je sais très bien que la gestion des changements, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont hâte qu'on l'améliore dans Octopus. Ça s'en vient, on travaille là-dessus, mais on travaille encore sur un autre module qui est la gestion des déploiements et des mises en production, qui est un processus style aussi. Mais partout où je suis allée, vous devez savoir qu'il y a une confusion qui existe entre ces deux processus-là. Qu'est-ce qu'on fait dans un, qu'est-ce qu'on fait dans l'autre? Ce sont deux processus distincts dans ITIL. Fait que je vais vous en parler un petit peu plus. Partout où je suis allée, puis même nos spécialistes Octopus vivent la même chose. Qui sait c'est quoi la différence entre une demande de service et un changement? La question m'est posée à chaque fois. Je suis certaine que certains se la posent encore. On va en parler un petit peu plus loin, mais ce sont des questions qui font qu'on ne sait pas trop quoi faire dans Octopus avec ça. Le changement standard et un changement normal. Il y a plusieurs types de changements, oui. Il y a plusieurs catégorisations. On va en parler aussi. Et on a un changement et une mise en production. Je vais prendre mon petit bidule, ça va aller mieux. Qu'on va aussi discuter là-dessus parce qu'on peut prendre juste la gestion des changements pour fonctionner, mais la mise en production, elle a un aspect qu'on va pouvoir considérer. Concept de base. Donc, la demande de service dans ITIL, théoriquement, et même en pratique dans Octopus, c'est un changement standard, on verra plus loin, qui est géré dans le processus d'exécution des requêtes, qui est un processus distinct dans ITIL. Il y a des caractéristiques bien précises et les clients avec qui j'ai travaillé, j'en ai parlé amplement, c'est écrit dans notre wiki et les spécialistes Octopus avec lesquels vous travaillez réitèrent souvent ces caractéristiques-là. On va encadrer ça en disant que c'est une demande qui est soumise par un utilisateur, qui est pré-identifié et pré-approuvé. Ça veut dire que quand vous allez sur le portail Web, l'utilisateur va sur le portail Web, va voir la liste de ses demandes. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'on va rendre visible à l'utilisateur. Les impacts et les risques sont mineurs. À ce moment-là, on peut changer un ordinateur, installer une application sur le PC. Ça ne mettra pas toute l'infrastructure en péril. Les étapes de livraison sont connues pour ceux qui utilisent les tâches. Est-ce qu'il y en a qui n'utilisent pas encore les tâches dans Octopus? Ça va venir. C'est tellement un bel outil qui va vous permettre d'harmoniser la livraison des demandes de services. Et on va définir un périmètre pour les demandes de services. On va toucher ce que l'utilisateur utilise le plus. Dans le fond, son PC, son portatif, les applications, ses accès, toutes les choses qu'il a besoin pour travailler. La bureautique touche beaucoup à ça au niveau de la demande de service. Des exemples. Vous voyez ça dans vos organisations. Nous, on vient avec Octopus vient préconfiguré. Ce sont le genre de type de SR. Comme vous êtes tous des utilisateurs Octopus, on peut utiliser le langage de vocabulaire, mais ce sont des types de demandes qui sont utilisées. Il y en a plus, il peut y en avoir beaucoup. Il y en a qui sont visibles à l'utilisateur, il y en a qui ne sont pas visibles à l'utilisateur, mais on pourrait penser que c'est ce que lui voit. Et ça correspond beaucoup à sa vision d'un catalogue de services. Lui, quand il fait une demande, c'est comme s'il allait chercher un service dans un catalogue de services que vous allez tous développer à un moment donné dans vos organisations, je suis certaine. Le changement. Un changement, c'est un ajout, un retrait ou une modification à l'infrastructure, beaucoup à votre plan, là, qui pourrait, tous les éléments de l'infrastructure qui pourraient avoir un effet sur les services. Les services que vous donnez à vos utilisateurs sont composés de toutes sortes de choses, du matériel, du logiciel et de la documentation, toutes sortes de CI qui font partie de la CMDB. On va les gérer à travers le changement. Parce que ça, il y a un impact sur l'utilisation, sur les services et sur les utilisateurs. Donc, on gère ça dans la gestion des changements. Les caractéristiques sont un petit peu différentes de la demande de service. On a des changements, idéalement, on va avoir des approbations. On ne mettra pas ça en production sans approbation. Je suis certaine que chez vous, les changements sont super bien gérés. Il y a des approbations qui se font à plusieurs niveaux avant d'aller en production, surtout. Vous faites tous des analyses d'impact et de risque. Hein? À ce moment-là, pour savoir de quel type de changement on parle.
On les enregistre tous dans l'outil. C'est déjà beau d'avoir tous les changements d'enregistrer dans l'outil, d'avoir une belle liste. C'est la première étape, la première chose à faire. Quel que soit, là, on a un module de changement qui va être amélioré bientôt, mais juste d'enregistrer tous les changements dans le module tel qu'il est, ça donne une meilleure vision. Et le périmètre va vraiment toucher les CI qui vont faire partie du module configuration qu'on appelle communément la CMDB. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas TI ici dans la salle, mais c'est le module configuration en TI, on appelle la CMDB. C'est tout ce qui contient les éléments qui font partie des services. Quand on parle de gestion de changement déficiente, on a des symptômes qu'on vit tous les jours. Hein? On va parler de changements qui ne sont pas enregistrés. On va parler des changements qui ne sont pas autorisés. On va parler des changements qui sont mal évalués et testés, ou on les priorise mal. Hein? On veut tous les implanter tout de suite, puis on le sait la veille ou l'avant-veille, ou des fois la semaine d'avant, mais c'est toujours à la dernière minute tout ça. Puis on les planifie comme on peut. Fait que ça génère des réactions sur l'infrastructure qui vont déstabiliser beaucoup. Ça va faire quoi? Des interruptions de service surprises? Ça vous arrive rarement, peut-être? On arrive un lundi matin ou un mardi matin, le centre de service, les appels, ça rentre, puis on se demande, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé comparativement à hier? Tout allait bien, puis là, tout d'un coup, on rentre un mercredi matin, puis il y a beaucoup d'appels qui rentrent. Fait que ça, c'est un symptôme d'une gestion de changement. S'il y en a eu un la veille, puis ça génère des appels, c'est vraiment déficient. On va parler aussi trop de changements urgents. Il ne devrait pas en avoir beaucoup des changements urgents. Hein, c'est un changement, on fait ça urgent quand il y a un impact tellement grand qu'il faut agir immédiatement. Puis, les risques sont plus élevés quand il faut agir immédiatement. On a moins de temps pour les analyser. Mais il faut quand même passer à travers le processus. Plus rapidement, mais il faut les faire. Changement qui génère des incidents. Donc, le lendemain, il y a un nouvel incident. On vient de faire un changement pour résoudre la situation de façon permanente. Et le lendemain, il y a un incident sur cette situation-là. Ça veut dire que le changement a été mal géré, ou on a peut-être tourné les coins un petit peu plus ronds, ou on n'a pas parlé aux bonnes personnes. Et par la suite, la documentation obsolète. Gestion de la documentation, c'est un sujet très intéressant, très chaud. Les documentations qui ne sont pas à jour quand vient le temps de faire un changement, on a de la difficulté à voir ce qu'on a fait dans le passé. Puis, c'est toujours la dernière affaire qu'on fait, la documentation. Hein. On n'a jamais le temps pour ça. On ne le planifie pas dans les projets ou dans les changements. Puis, on se retrouve après, on se demande, on est perdu. Tantôt, je vous ai parlé de changements standards, changements normaux, mineurs, majeurs. Ici, c'est vraiment toutes les catégories de la gestion des changements en tant que tels. La demande de service, c'est vraiment un changement standard, mais c'est quelque chose qui est tellement bien contrôlé que ça n'a pas besoin de passer dans le collimateur de la gestion des changements. On veut alléger la gestion de changement pour avoir moins de demandes à s'occuper. Donc, on va s'assurer que tout est bien contrôlé, les tâches sont prédéfinies, les approbations sont prédéfinies. Fait que la livraison de ça, elle va se renouveler constamment aussitôt qu'on va utiliser cette demande-là. Pardon. Changements mineurs, significatifs, majeurs, ce sont des changements qu'on appelle normaux dans ITIL. Les mineurs aussi. Bon, ça va être plus petit. Ça va être. Tout ça, il faut que ça soit évalué dans chacune de vos organisations. Moi, aujourd'hui, je vous présente des choses, une structure, une espèce de. Oui, c'est une structure pour vous expliquer les choses, mais quand vous retournez chez vous, vous avez chacun un travail à faire pour mieux définir vos changements, dans quelle catégorie vous voulez les mettre. Fait que, significatif majeur, on comprend que là, on va vraiment passer à l'analyse d'impact et de risque, puis on va regarder vraiment à tester le changement pour s'assurer qu'il n'y aura pas un impact négatif lors de son déploiement. Les niveaux d'autorisation aussi, on va alléger le processus en faisant une structure d'autorisation, un processus d'autorisation selon la catégorie. Quand on parle de standard, on va le pré-autoriser. Ça va être un peu comme la demande de service, mais sur des CI de l'infrastructure. Ceux-là, on va les faire, c'est comme, je vais vous donner des exemples plus loin, là. On peut les exécuter sans risque. Gestionnaire des changements, lui, pourrait s'occuper des changements mineurs. Gestionnaire de changement, c'est un rôle très important dans le processus de gestion des changements.
Fait que lui, il pourrait s'occuper juste des mineurs. Puis si lui juge que ça demande un petit peu plus d'analyse, il pourrait changer la catégorie pour s'assurer que ça passe dans le comité consultatif sur les changements, qui est un comité qui va être sollicité tout au long du changement pour être capable de donner soit des autorisations ou des avis. On appelle ça le CAB. Pour ceux qui connaissent ITIL, c'est un terme qui est largement utilisé. Et il y a les changements urgents qui, eux, ça peut être n'importe quelle catégorie, mais il faut les faire immédiatement. On va avoir un groupe spécifique qui va être appelé quand va venir le temps de faire un changement urgent. Ça, c'est comme une structure simple, mais qui fonctionne très bien. Catégorie des exemples. Par exemple, en fonction du risque et de l'impact, toujours, standard, on pourrait parler d'une mise à jour du contenu d'un site web ou encore de l'allocation d'espace dans une BD. C'est un excellent exemple pour un standard, ça se fait. On n'a pas besoin de passer par la gestion des changements régulière. Mineur, création du marché virtuel, installation d'une patch. Rustine, j'aime pas ça le mot, moi. J'aime mieux patch, on se comprend mieux. Ça, à ce moment-là, mineur, on pourrait laisser ça au gestionnaire de changement. Significatif majeur, on pourrait parler au niveau de significatif de l'introduction de la gestion des accès dans Octopus, pour ceux qui ont commencé ou qui l'ont déjà fait. Il y a un impact grand au niveau des utilisateurs qui sont à l'extérieur d'Octopus, de l'équipe qui gère l'outil de DTI, finalement. Et l'introduction au portail web en est une autre. Ça aussi, ça touche pas mal plus large que ce qu'on fait dans juste OTI. Et majeur, on va parler d'un nouveau service d'entreprise, une mise à niveau d'une application critique, bref, quelque chose qui va avoir un impact tellement grand que là, il faut vraiment s'arrêter puis le planifier correctement. Ici, on a parlé de la CMDB pour les demandes de services, la CMDB pour les changements. La CMDB, elle touche à tous les processus ITIL et c'est le centre, c'est vraiment le cœur de Octopus, c'est le cœur de ITIL, c'est le cœur de tout. Parce que, vous le savez, on va chercher des CI pour les mettre dans les requêtes, on va chercher des CI pour voir qu'est-ce qu'on a sur notre infrastructure. C'est tellement important de voir, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre parc informatique. Fait que les requêtes de service vont s'alimenter au niveau des CI de la CMDB. Les changements vont faire la même chose. Dans Octopus, on a d'autres modules d'autres types de requêtes qui vont faire la même chose. Et bientôt, on s'en vient avec un module de gestion de requêtes et déploiement et de mise en production. Il est tellement proche de changement là, que je l'ai mis collé. C'est vraiment le cas. On va se servir d'une requête de déploiement et de mise en production dans des situations particulières pour pas que ce soit trop lourd. On ne veut pas alourdir davantage le travail. La confusion là-dedans, c'est partout. Il y a des conférences partout que j'ai entendues. C'est vraiment de faire la distinction entre les deux. On va en parler. Fait que moi, là, quand je regardais ça, vous savez, c'est de l'interprétation utile. On s'assoit, on regarde ça. Moi, je patauge là-dedans à temps plein. Là. Fait que je cherche toujours à simplifier. C'est un modèle qui peut être très complexe. Puis nous, dans Octopus, on veut simplifier les choses tout le temps. C'est la même chose au niveau d'utile. Quand je regardais ça, je dis, moi, les changements, là, c'est vraiment un processus administratif. On va gérer toute l'administration, on va contrôler le changement de bout en bout. Tandis que la gestion des déploiements et des mises en production, c'est plus technologique. Technologique dans le sens que ce n'est pas juste la programmation ou des interventions techniques. On va penser à toute la solution qu'on va déployer. Puis on va s'assurer qu'on a tous les éléments, documentation, transfert en production, transfert au centre de service, pour que les gens puissent vraiment être équipés autrement que juste par la technologie. Parce qu'on a tous vécu ça. On est tous des wizards technologiques, on aime ça. Moi, je suis plus processus, mais je le vois régulièrement dans les organisations, c'est qu'on est bon techniquement, mais quand vient le temps de regarder comment on fait les choses, on est moins à l'aise avec ça. Mais le processus, il est un petit peu plus large que le côté technologique. Ils ont des objectifs spécifiques. Gestion des changements, ce qu'on veut faire, viser des bénéfices pour l'organisation. C'est vraiment ça que ça fait. Ce n'est pas juste une question de dire, bon, on a un serveur à arranger. C'est vraiment, il faut toujours remonter. C'est un processus vertical beaucoup, puis on veut viser les bénéfices. Optimiser l'exposition au risque. On est quasiment incapable d'avoir zéro risque, mais on va être capable de dire à notre client, bien, jusqu'où tu es prêt à aller pour implanter ce changement-là, puis l'acceptation du risque passe par là. Parce qu'il arrive souvent des situations où on sait qu'on va avoir des incidents après, mais si on sait c'est lesquels, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de surprise. Minimiser la sévérité ou l'impact des interruptions de service.
On va vouloir gérer ça dans des plages de changement. On va vouloir gérer ça. Puis quand on est en dehors de ces plages-là, on va s'entendre sur quand on devrait le faire, puis aviser les gens en conséquence. Donc, on parle de la communication. Hein, on va vouloir mieux communiquer avec nos clients pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. La communication, ça fait souvent défaut. On veut réussir au premier essai. Dans le fond, pourquoi être obligé de recommencer tout le temps? Fait que plus la gestion de changement va être bien gérée, mieux on va réussir au premier essai. Puis si ça ne marche pas, il faut prévoir un retour arrière. Sinon, bien, on est un petit peu plus mal pris qu'on était avant de faire le changement. Et la gestion des changements est toujours responsable d'autoriser le passage en production. La gestion des déploiements et de mise en production, quant à elle, va s'occuper de comme packager ces choses-là, de s'assurer que tout ce qu'on fait, on le planifie, on le coordonne, on le contrôle, on va le tester, on va le construire, on va le déployer, on va prévoir comment on va le déployer. Puis, à ce moment-là, on va passer par la gestion des changements pour approuver ces étapes-là. On va livrer des nouvelles fonctionnalités. Puis, on va surtout protéger l'intégrité des services TI existants. C'est-à-dire, quand on déploie, on veut s'assurer que tout ce qui est déjà en place ne soit pas impacté par ce déploiement-là et qu'on ait prévu que s'il y avait un impact là-dessus, qu'on puisse s'assurer que l'impact soit minimum. Et toute autorisation passe par la gestion des changements. Je n'insisterai jamais assez. Donc, pour encore simplifier, j'ai pensé de vous présenter une façon d'identifier la portée. La gestion des changements seulement, on pourrait dire que les changements standards et mineurs que je vous ai présentés tantôt, là, je suis à peu près certaine que vous vous rappelez de mon petit dessin, on pourrait dire qu'eux autres, là, on va juste les passer dans la gestion des changements. C'est facile, c'est prédéterminé, les étapes sont là, on sait qui va approuver, c'est très clair. Il n'y a pas d'impact ou peu d'impact. Tandis qu'on va passer par une gestion des déploiements et des mises en production pour vraiment les changements qui pourraient faire la différence. Changements significatifs, changements majeurs. Ça, c'est à définir dans vos organisations. Moi, c'est une façon d'interpréter. Si j'allais chez vous pour déterminer la portée, il faudrait s'asseoir pour voir c'est quoi vos changements, les changements que vous avez faits dans la dernière année, par exemple, et dans quelle catégorie ils vont, puis comment on va s'assurer de lesquels on va passer dans la MEP, dans le processus de MEP. Si j'ai voulu juste vous montrer à quel point on peut penser que la gestion des changements est vraiment administrative. Vous voyez, on voit les deux processus. Et quand vient le temps d'accepter le changement, comme quoi on va de l'avant, puis vous savez, c'est que des fois, on fait des changements et on ne calcule rien. Hein? Il y a des coûts en arrière de ça. On commence un changement puis on laisse tomber. Puis il y a des ressources qui ont travaillé là-dessus, des coûts cachés qu'on n'évalue pas toujours. On a fait des acquisitions parfois. C'est bien de pouvoir s'arrêter dans le temps et dire, bon, la planification, on l'a approuvé, vous pouvez passer en planification d'une MEP. Ensuite de ça, on coordonne pendant ce temps-là, quand vient le temps de passer à la construction des MEP et des tests, on va retourner au gestionnaire de changement et on va dire, on peut-tu aller de l'avant? Si jamais on doit arrêter à un moment donné, on va avoir contrôlé. C'est comme ça qu'on contrôle le changement. Ensuite, on va aller en coordination au niveau du déploiement. Le gestionnaire de changement, lui, là, il a vraiment la vision globale de tout ce qui se passe. Puis, tandis que les mises en production, eux autres, ils vont s'assurer que tout se déploie de façon sécuritaire pour l'infrastructure, pardon, je ne suis pas habituée d'avoir un micro, moi. Et la revue et la fermeture de la MEP va ensuite monter en revue post-implantation du changement. C'est très théorique tout ça, mais ce n'est pas si compliqué à mettre en place. Il faut juste s'arrêter sur le processus et dire, mais à partir de maintenant, on va gérer mieux nos changements puis on va identifier les étapes qu'on veut faire. Il y a la mise en production. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, et cette diapositive-là le démontre, c'est qu'on peut décider de faire un changement, une mise en production. Ou on pourrait décider de grouper plusieurs mises en production dans un changement pour être capable d'arrêter le service et de faire plusieurs choses dans une seule fois. Ou encore de déployer en plusieurs phases. Ici, on le verrait plus dans un changement égal, plusieurs phases de déploiement. Vous avez quand vous déployez plusieurs PC ou des applications à grandeur de l'entreprise, vous ne le faites pas d'un seul coup nécessairement. Alors, vous pourriez vous assurer que par phase, vous avez une mise en production pour chacune des phases de déploiement. Et une mise en production pourrait contenir plusieurs changements. Regrouper plusieurs changements pour les implanter
de manière à ne pas être obligé à tous les jours d'avoir une interruption de service, planifiée ou non, puis que ça devient comme la cohue. Fait que c'est ce que fait la mise en production. Et ça minimise les interruptions de service. Surtout si vous avez des plages d'interruptions de service déjà prédéfinies, entendues avec vos clients. Le mercredi soir, nous, on en a chez Octopus d'ailleurs. Donc, le mercredi soir, on fait tous les changements qu'on peut passer en production. Optimiser l'utilisation des ressources pour ne pas épuiser vos admins, entre autres. C'est l'admin qui est toujours en overtime le soir ou la fin de semaine. C'est toujours, quand on peut grouper ces choses, bien, il va rester un soir, on va en faire plusieurs. Ça va faciliter le travail de vos ressources et ça contrôle les coûts. Ça coûte moins cher au bout du compte parce qu'on contrôle mieux les choses. Qui peut me répondre? Quel processus est responsable d'autoriser le passage en environnement de production? Bravo. Fait que, quand vous repartirez dans toutes vos organisations, que vous allez vouloir faire une gestion de changement simple, n'oubliez jamais que ça, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui autorise le passage en production et ça ne peut pas être le gestionnaire des mises en production. C'est vraiment deux entités. Fait que, s'il y a 3 personnes en TI, on comprend que peut-être qu'on va le faire quand même, là. Ça, je sais qu'il y a des petites équipes, mais c'est vraiment c'est à l'antipode, ces deux rôles-là, un peu comme gestionnaire des incidents et gestionnaire des problèmes. Des fois, on peut combiner les rôles, dans d'autres fois, c'est plus c'est moins bon. Les facteurs clés de succès. Définir des politiques, des processus et leur portée. Ça, c'est le côté qui est non technologique que le monde n'aime pas faire. C'est ce que moi, quand j'arrive, je suis super motivée, puis OK, on va définir. C'est comme plus compliqué. Il faut écrire. Souvent, les gens n'aiment pas écrire. Il faut les définir, il faut les rendre disponibles, il faut les former, les gens, il faut qu'ils comprennent où on s'en va avec ça. Fait que c'est le petit côté que moi, j'adore, mais que les gens qui sont en technologie aiment moins. Mais c'est nécessaire, ça va supporter tout le long votre infrastructure va être tellement mieux gérée comme ça. Rôle et responsabilités claires, et ça, c'est pour tous les processus. On parle d'incidents, là, quand on ne sait pas qui fait quoi, là, il y a une perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, c'est tout relié, ces choses-là. Fait que, rôle et responsabilités claires. Même, je pense que sur le wiki, j'ai mis la charte des rôles et responsabilités. Vous pouvez la développer vous-même et il faut la communiquer à vos équipes. Débuter en douceur, petit pas par petit pas. Commencer par les enregistrer dans l'outil, c'est déjà une grosse amélioration pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Puis là, de vous rendre compte que finalement, il y a des petits changements qui peuvent attendre. Puis il y en a d'autres qui ont beaucoup d'impact au niveau de l'entreprise. Ça va vous permettre de voir ce qui se passe. Sinon, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui peuvent me dire qu'ils sont capables de lister, qui ont dans Octopus tous leurs changements de listés dans le module de changement? Oh, je suis heureuse de voir qu'il y en a quelques-uns. Je suis vraiment contente. Mais c'est la base. C'est la base. C'est comme quand vous me dites moi, je voudrais avoir un catalogue de services. Bien, on va lister les services. C'est la première chose à faire, c'est d'être capable de lister et d'enregistrer. Et de surtout sensibiliser vos équipes à ne pas faire de changements sans qu'ils soient enregistrés dans l'outil. C'est difficile. Les gens voient ça comme de l'administration. Mais il faut vraiment leur démontrer par des petits pas le bénéfice de ça. Ça va être la seule façon, sinon vous ne contrôlerez jamais l'infrastructure. Puis en débutant en douceur, juste en enregistrant, ça peut être un premier objectif. Bon, là, vous allez arriver demain là, dans vos organisations. À partir d'aujourd'hui, je vais vous demander de tout enregistrer les changements d'Octopus. Le sujet, that's it. C'est tout ce que je veux, l'enregistrer. Puis vous allez voir, vous leur demandez, à chaque fois que tu as un changement à faire, je veux que tu l'enregistres. Puis là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il les regarde, là, on s'entend, mais au moins d'avoir la liste, les gestionnaires vont être contents de voir. Rigueur. Rigueur, ça, c'est le mot rigueur en processus. Aussitôt qu'on laisse aller les choses, quand on veut, on commence, on va être rigoureux. On est prêt. Puis là, le temps passe, puis là, les opérations, on sait ce que c'est. Hein? C'est comme un tsunami à un moment donné. Ça nous embarque. Puis on dit il faut faire ça plus tard. Je vais faire ça demain. Finalement, c'est trop d'ouvrage. C'est là qu'on dérape, qu'on est obligé de recommencer à un moment donné. Ce qu'on veut éviter, c'est de refaire tout l'exercice dans 2 ans parce que finalement, on a laissé aller les choses. S'assurer la construction, les tests, retour arrière des MEP sont toujours définis. Puis de cette façon-là, on va augmenter le niveau de performance et la stabilité de l'infrastructure.
Rigueur dans le processus d'autorisation. C'est vraiment difficile. Hein? Les changements, on dirait qu'ils arrivent toujours la veille. Hein? Les gens arrivent, ah, j'ai un changement demain, là, peux-tu me mettre ça en production? Là, tu dis, ben là, on ne l'a pas analysé. Puis tu dis, oh, mais c'est le VP de tel département qui m'a demandé de faire ça demain. Fait que je suis certaine que ça arrive régulièrement. Le côté politique est très difficile à gérer dans la gestion des changements. Je le sais. Mais eux autres aussi doivent être sensibilisés aux impacts que ça peut avoir si on veut faire ça rapidement parce qu'on a promis. Fait que, des fois, on est pris avec ces promesses-là. Il y a un travail qui n'est pas juste à l'interne des TI. Il faut être capable de remonter. Je l'ai dit tantôt, c'est vertical, la gestion des changements. Il faut être capable d'expliquer les impacts, expliquer qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas attention, expliquer qu'est-ce que ça va causer dans le travail journalier de tout le monde et parfois même au niveau de l'argent de la business qu'on peut perdre parce que quand le monde arrête de travailler, c'est ça qui coûte cher. Donc, rigueur dans le processus d'autorisation aussi. Ah oui, c'est correct, tu peux y aller. Non, non, ça me prend une autorisation. Dans Octopus, on a des tâches pour autoriser qui peuvent être envoyées à des personnes qui sont prédéterminées. C'est excellent. On a la preuve, pour tous les audits, là, on a la preuve que les autorisations ont été données. Fait que, la rigueur là-dedans, c'est comme non, on ne va pas de l'avant, ça me prend l'autorisation. Puis à partir de là, ou ne serait-ce que ce serait une activité dans Octopus qu'on dit autorisée par telle personne ou un courriel qui vous est envoyé, mais de toujours l'inclure dans la requête. 2 processus gérés dans le même calendrier. J'ai quelqu'un tantôt qui m'a parlé du calendrier d'Octopus. Dans le changement puis la mise en production, dans le même calendrier, on devrait être capable de voir qu'est-ce qui est une MEP, qu'est-ce qui est un changement. Fait que nous, on va considérer ça dans le développement d'applications. Un changement réussi, ça égale c'est les étapes de mise en production et de déploiement réussi. Ça va tellement aider pour surtout les significatifs et majeurs. Là, bien, c'est sûr que nous, on est en développement de ces deux belles solutions-là. On va regarder aussi la gestion de projet là-dedans. Je suis sûre qu'il y en a qui vont être heureux de m'entendre dire ça, parce que ça va tout ensemble, ces trois-là. Dans la boule de cristal d'Octopus, on aimerait ça avoir votre opinion sur ce que, chez vous, ce qui serait bon pour vous d'avoir dans le module de gestion des changements, de ce que vous comprenez des mises en production aussi. Vous pouvez vous documenter. Je vais sortir des articles wiki là-dessus dans les prochaines semaines, sûrement, justement pour simplifier ce processus-là qui peut être très complexe inutilement, comme ITIL. Il y a tellement d'affaires dans ITIL. Moi, il faut que je connaisse tous ces petits détails-là, puis après, je dis là, non, nos clients, on ne veut pas ça comme ça. On veut que ça soit rapide, simple, que ça soit facile à implanter, parce que sinon, ils ne l'utiliseront pas, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Fait que, dans la boule de cristal d'Octopus, vous allez pouvoir exprimer vos besoins au niveau de gestion des changements et des mises en production. Vous pouvez me voir dans la journée. On pourra en discuter plus amplement. Je vous remercie beaucoup.